puissance de la nature, ce côté sauvage, ce côté grandiose, et c'est vrai que du coup ça remet rapidement l'humain à sa place en fait. Et on se retrouve au milieu d'un système dont on n'a pas toutes les clés, sur lequel il faut sans cesse s'adapter. Le vélo, c'est la dernière grosse expédition que j'ai fait. Du coup, je suis parti faire un petit tour d'Europe à vélo. Et puis des fois, clairement, la différence est trop grande. Et puis on se dit, non, là, le risque est trop élevé. Je peux pas engager sur cette course. On fait demi-tour. Et puis des fois, on dit, ok, il y a le risque. Effectivement, il est là. Est-ce que je l'accepte ou pas ? Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis avec Jonathan Labarre, et alors avec Jonathan je dois vous le dire, c'est une démarche que j'aime beaucoup. Parce que c'est Jonathan qui est venu vers moi suite à l'un des podcasts que j'ai pu enregistrer sur l'Instant Outdoor. Et il m'a dit, moi aussi j'ai réalisé des aventures, moi aussi j'ai réalisé des expéditions, notamment polaires. Si ça te dit qu'on en parle dans un épisode de ton podcast, je suis chaud, je suis partant. Et franchement, moi j'aime beaucoup quand on vient vers moi comme ça en me disant j'ai une histoire chouette à te raconter. Est-ce que ça te dit ? Forcément, je dis oui. Et c'est comme ça que Jonathan se retrouve dans le podcast Instant Outdoor. Comment vas-tu, Jonathan ? Ça va super, et super content d'être présent sur ce podcast avec toi. Trop cool. Jonathan, je te l'ai dit juste avant en off, la particularité du podcast, c'est que, et chers auditeurs, si vous n'êtes pas encore au courant, je vous le dis et je le redis, moi je n'ai absolument aucune question écrite sur mon ordinateur. Donc, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Moi c'est Jonathan, j'ai 28 ans. Alors j'ai pas mal bourlingué, j'ai vécu sur pas mal d'endroits en France. J'ai vécu aussi 4 ans en Suisse. Je suis rentré en France, donc j'ai vécu sur pas mal de lieux différents. Et puis aujourd'hui j'habite en Norvège. J'ai migré au nord par rapport à des futurs projets d'expédition. Et j'ai travaillé sur plusieurs endroits. Mon dernier poste, j'étais responsable de formation pour tous les pompiers en Suisse. Et du coup, au bout d'un moment, alors j'étais heureux dans mon job et tout ça, mais j'ai eu besoin de nature, besoin de faire autre chose, donc j'ai quitté mon poste. Donc je pratiquais déjà pas mal de montagnes, j'avais fait déjà pas mal de trek et tout ça, et puis je me suis mis en tête de vouloir commencer à préparer le guide de haute montagne. Donc j'ai commencé à beaucoup m'entraîner en montagne, et puis après je suis parti réaliser ma dernière expédition en date. Trop cool. Alors qu'est-ce qui t'a donné toi envie de bourlinguer, de bouger comme ça sans cesse ? C'était quelque chose qui était ancré dans ta famille, ou c'est plutôt toi, tu es un énergumène que le reste de ta famille regarde avec des grands yeux ? Alors on va dire sur ma famille proche, donc mes parents et mon frère, alors ils ont bougé un petit peu, mais à petite échelle, mais du coup ça m'a entraîné toujours de changer un petit peu de ville à droite à gauche. Et puis les voyages faisant, j'ai fait un voyage, j'ai envie d'en découvrir plus, donc j'en ai fait un autre, et petit à petit j'ai fait de plus en plus comme ça. Et après ces voyages, c'est tellement enrichissant personnellement, on apprend beaucoup sur soi, on apprend des nouvelles choses, on découvre des nouvelles cultures, on se challenge. Donc ouais, non, c'est tout bénef, et c'est vrai qu'une fois qu'on goûte à ça, après c'est dur de s'arrêter, on est lancé. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un Américain là qui a fait le tour du monde en marchant. Alors je crois qu'il a mis 7 ans et qui disait que justement le retour chez lui il est dur quand même. Ouais. C'est le retour, on va dire, qui s'est fait en Suisse. Alors c'était pas prévu, du moins le retour après la Suisse en France qui était pas prévu, qui est tombé un peu comme ça à cause du Covid. Et alors c'était pas prévu, mais le fait de retourner en France et de dire je rentre à la maison et je bloque un peu mes voyages.
ouais, c'était dur. C'est pour ça que j'ai eu très vite, très rapidement besoin de dire, il faut que je planifie autre chose et il faut que je rebouge parce que, ouais, tant qu'on est dans cette lancée de se dire, ben, on reste en mouvement, ouais, le retour à la réalité, entre guillemets, il est difficile. Et alors justement, en fait, ça, c'est le fait de rester en mouvement, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes, c'est de savoir, d'avoir l'incertitude de savoir où tu vas dormir, comment tu vas faire pour manger. Et toi, à l'inverse, c'est de rester statique qui est plutôt angoissant, quoi, c'est ça? Ah ouais, mais c'en est problématique parce que, ouais, si quelqu'un me dit, bah, tu te vois où dans 6 mois ou dans un an, ou alors pourquoi tu te poses pas? Ah non, moi me dire que, bah voilà, je sélectionne cette ville, que je prends cette maison, que je prends ce boulot. Ah non, c'est la chose qui m'effraie le plus et ce serait le pire pour moi. Mmh. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, vraiment chez les aventuriers. J'en ai reçu quelques-uns sur le podcast et c'est un trait de caractère qu'on retrouve, assez souvent. Alors, là, tu disais que tu étais en Norvège, ça tombe bien, j'ai des amis là qui y sont, en ce moment. Alors ils écoutent, régulièrement le podcast, donc on va parler un petit peu d'eux. C'est Johan de Run Actu, qui est pendant 3 mois là, à faire un trip, en van, avec, ses 2 enfants et sa femme. Hem et la Norvège, c'est un pays qui les a attirés depuis toujours. Hem, Toi, tu y es, parce que c'est un pays qui te fascine, parce que c'est qu'est-ce qui t'attire, en fait, dans ce pays-là? Oh, il y a beaucoup de choses. Ça fait plusieurs années que j'étais très attiré par la Scandinavie. Et en 2017, j'ai mis mon premier pied à Stockholm, en Suède. Et ouais, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir par rapport à ces pays. Et je suis arrivé à Stockholm et ça a été directement le coup de foudre. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent dans ces pays. Après, je suis retourné en Norvège. Enfin, j'ai été en Norvège, j'y ai été plusieurs fois. J'ai vraiment espéré de fond en comble le pays. J'ai aussi fait la Finlande. Ouais, c'est vraiment des pays pour lesquels je suis tombé amoureux. Et il y a quelque chose qu'on retrouve pas chez nous dans le sud de l'Europe. Il y a ce côté puissance de la nature, ce côté sauvage, ce côté grandiose. Et c'est vrai que du coup, ça remet rapidement l'humain à sa place en fait. Et on se retrouve au milieu d'un système dont on n'a pas toutes les clés, sur lequel il faut sans cesse s'adapter. Et du coup, ben, la nature est tellement livrée à elle-même qu'on peut en retrouver toute sa beauté, que ce soit par rapport au climat, par rapport au décor. Il y a quelque chose de magique. Et bah, c'est vrai que pour avoir beaucoup exploré ces pays, ce côté montagne, ce côté océan, ce côté forêt, ouais, il y a une atmosphère particulière qui est difficile à décrire tant qu'on n'y va pas. Mais c'est vrai qu'il y a comment on pourrait qualifier ça, un calme et une sérénité dans ce pays. Et après, bah, j'apprécie aussi beaucoup la culture locale avec les Norvégiens qui sont des personnes très sympathiques. C'est vrai que de premier abord, quand on écoute parler les Français, il y aura une tendance à dire: «Ouais, les Norvégiens sont des gens froids, réservés». Mais ayant vécu en Suisse et ayant compris un peu, bah, une autre façon, une autre culture, c'est vrai que de me retrouver en Norvège, bah, ces gens-là, j'ai l'habitude, on va dire, d'entre guillemets, «casser la glace» au premier abord et de découvrir après vraiment le fond des personnes. Et c'est des gens qui sont vraiment adorables, qui sont disponibles. Et du coup, ouais, ça fait une ambiance particulière, que ce soit au niveau paysage, au niveau culture. Et c'est un mix parfait. Et c'est vrai que moi, je me retrouve beaucoup dans ce côté nature qu'il y a ici. Alors tu nous disais que tu avais, fait des expéditions. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus et pourquoi avoir choisi de faire, ces fameuses expéditions-là? Oh, bah, je pense que depuis petit, quand même, j'ai toujours aimé ce côté un petit peu aventure, exploration, tout ça. Et, euh, et c'est peut-être un côté que j'ai perdu un petit peu en grandissant, mais qui est revenu à la charge plus tard. Et le déclic, on va dire, ça a été il y a quelques années. Je suis tombé sur... alors, je connaissais l'aventurier Mike Horn, qu'on peut voir à la télé et tout ça. Et je suis tombé sur un de ses bouquins que j'ai commencé à lire et que j'ai dévoré très rapidement. Et en fait, je me dis, bah ouais, c'est ça que je veux faire de la vie, c'est ça. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai essayé de me monter bah, des petites randonnées qui sont transformées en trek, qui sont transformées en trek plus long, en totale autonomie, sur des milieux un peu plus engagés, etc. Et puis, ben, on va dire, voilà, j'ai fait mes armes petit à petit. Après, je me suis mis à la montagne à bon niveau, en alpinisme. J'ai aussi grimpé avec ben, l'un ou voire le meilleur alpiniste en glace au monde. Donc j'ai fait des très belles voies en montagne, j'ai
continuer à travailler un peu ce côté aventure. Mes meilleurs amis sont aussi principalement tous issus de l'armée, donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu qu'on va aimer le côté survie, aventure, dépassement de soi, etc. Et ouais, petit à petit, j'ai commencé à monter de plus en plus de projets, alors soit un peu plus longs, soit un peu plus durs, ou avec plus d'autonomie, etc. Et à chaque fois que j'ai fini un projet, à la fin du projet, j'étais waouh, c'est trop bien, mais quand est-ce que je replanifie le prochain? Et du coup, j'ai monté toujours un peu plus, et puis aujourd'hui, c'est vraiment sur quoi je veux me tendre de monter encore plus de projets, et c'est vraiment le futur sur lequel je veux tendre. Alors, l'alpinisme, c'est un milieu que je connais très honnêtement très mal. En plus, j'ai le syndrome de Raynaud, donc le froid et moi, tu vois, on est un peu ennemis. J'imagine que tu t'engages pas sur une voie comme ça avec en plus réchauffement climatique, tout ça, j'ai vu qu'il y a eu quelques accidents. Enfin voilà, moi ça me fait flipper vraiment ce sport. Pourquoi est-ce que tu grimpes sur une cascade de glace? Ça t'apporte Euh, quoi? Ça t'apporte quoi? il y a beaucoup de choses. C'est le fait de se dire que on est sur un milieu qu'on maîtrise pas. Euh, alors si on va plus particulièrement sur le côté glace, il y a un environnement qui va rester mystique, magique, avec ce bleu, ce turquoise, ce blanc. Euh, la cascade de glace, en plus, c'est une de mes spécialités, et quelque chose que j'adore encore plus, c'est la grimpe en moulin. Donc la grimpe en moulin, en fait, c'est d'aller sur un glacier, de descendre au fond d'une crevasse et de remonter en escalade sur glace à travers la crevasse. Et c'est une ambiance qui est tellement mystérieuse, mystique, que voilà, il y a cet environnement naturel qui est autour de nous, qui est vraiment quelque chose de magique. Après, il y a ce côté dépassement de soi et dépassement de ses peurs, parce qu'on va pas se cacher, il y a aucun alpiniste aujourd'hui qui grimpe sans aucune peur. La peur, c'est juste qu'on apprend à la maîtriser, à vivre avec, à l'accepter, et à venir jouer avec. Donc il y a ce côté-là. Il y a ce côté dépassement physique, parce que l'effort est quand même intense, qu'on se le cache pas. Se dire que en soi, alors je sais pas combien il y a d'alpinistes sur la globalité mondiale, mais en soi ça reste une petite partie des personnes, donc se dire je suis un privilégié à pouvoir faire ce sport. Et après, je pense, c'est un côté plus psychologique, où on va aller chercher à se prouver quelque chose. Je pense donc se dépasser, chercher ses limites et venir jouer avec ses limites, parce que clairement, l'alpinisme, c'est un sport engagé. Alors, il y a alpiniste et alpiniste. Il y a l'alpiniste qui va aller avec un club, ou qui va aller avec un guide, et qui en soi va juste suivre et profiter, et avoir ce côté dépassement de soi, plaisir et puis excursion. Et après, il y a l'alpiniste, et pour moi, c'est vraiment ça le cœur de l'alpinisme. C'est la personne qui va organiser sa propre course, qui va aller sur une course en se disant, ok, ma limite c'est ça, mais est-ce que je vais y être capable ou pas? Il va falloir que je cherche les ressources dans ma boîte à outils pour être capable de faire ça, de prendre des décisions, parce qu'il faut respecter des délais horaires, respecter des engagements par rapport à la météo, de savoir qu'on s'engage aussi. Il y a vraiment cette question d'engagement, que ce soit physique, mental et au niveau de la vie, parce que clairement, oui, on a une corde, mais la corde en alpinisme, bien souvent, elle est juste là pour une barrière mentale, parce que la chute est interdite, dans le sens où si on tombe, soit les protections vont casser, soit la corde va couper, soit la chute va être, même si y a la corde qui va retenir, va être catastrophique. Donc, en soi, il y a vraiment ce côté, je viens jouer avec cette limite, en fait, et je viens chercher ce shoot d'adrénaline. Et, euh, et on est entre le vivant et la mort, entre guillemets. Et cette limite, quoi, jamais, on cherche jamais à dépasser, à aller trop loin. Mais le fait de flirter avec cette limite, ça nous rend vivants. Et sur le moment, on est totalement engagé, on pense à rien d'autre, on est à fond, on est focus sur ce qu'on a à faire. Et une fois qu'on a fini, qu'on rentre, il y a une satisfaction qui est monstrueuse, et ce shoot d'adrénaline qui nous fait dire, bon quand est-ce que j'y retourne, quoi. Ouais, c'est un petit peu, ouais, comme tu dis, ce shot d'adrénaline qui est excitant et qui demande qu'à revenir. Je recevais, parce que moi ça m'intrigue beaucoup ce genre de, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ce genre de comportement, d'attitude, d'envie surtout.
Et Vanessa Morales, que j'ai reçue dans l'épisode 150, qui elle aussi est alpiniste, nous racontait une histoire et tu vas me dire si tu l'as déjà vécu, ce genre d'anecdote. En fait, elle était bloquée avec son chien à un moment en montagne, et puis donc elle appelle sa famille pour lui dire voilà, je suis bloquée, il faut qu'on vienne me chercher. Et puis ben, sa famille, tellement habituée à ce qu'elle soit par monts et vallées, euh, et qu'elle se mette un petit peu en danger, et ben, elle n'était pas du tout inquiet en fait. Ils ont dit ok, bon, serein en fait. Ok, bon, écoute, on arrive, on fait le nécessaire. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as déjà retrouvées en fait, et est-ce que ton entourage finalement est habitué à ce que tu sois finalement à deux doigts d'y passer sur chaque expédition? Alors non, parce que j'ai toujours gardé entre guillemets ça secret en fait, où c'est pas quelque chose qu'on doit livrer, que ce soit à mon père, à ma mère, à mon frère, à mes proches. Je vais faire ma course, mais en soi, je peux pas dire les risques que je prends, je peux pas donner de détails sur ça parce que ce serait pas juste d'inquiéter indirectement les gens, parce que clairement, quand je vais faire une course, je sais très bien, c'est une décision que je prends face à moi-même et qui peut être jugée comme égoïste, et ça, je l'entends complètement. Mais je sais que le soir, je peux ne pas rentrer à la maison, que c'est une possibilité qui existe. Donc du coup, bah, j'ai pas envie de mettre les gens dans l'attente de ça. Donc non, j'ai jamais donné vraiment de détails. J'ai toujours été vague. Je suis toujours resté dans le rêve, dans l'émerveillement et dans la beauté, plus que oui, j'ai été engagé, etc. Et j'ai eu plusieurs cartons en montagne, dont des gros. Et ben aujourd'hui, je suis chanceux d'être en vie parce que j'ai des cartons où j'aurais pas dû rester en vie. Et clairement, j'ai une bonne étoile cavée sur moi. Et ces cartons, ben, ma famille n'est pas au courant. Je les ai gardés pour moi, quoi. Donc, Et est-ce que nous, on a le droit de les connaître, ces cartons? ouais, ouais, ben, bon, mais je pense que ça, c'est dans la vie de chaque alpiniste, d'alpiniste qui est engagé. On a tous été confrontés à des cartons. Malheureusement, il y en a qui sont plus là pour les raconter, et d'autres personnes comme moi qui sont là. Mais ouais, j'ai eu un enchaînement, ben, on est quelle année? On est en 2022, donc début de hiver 2021, où j'ai enchaîné pas mal de cartons en cascade de glace. Donc j'ai fait une chute suite à un bloc de glace qui s'est décroché. Donc j'ai fait un retour sol à plus d'une dizaine de mètres. Et Retour sol, c'est tu tombes quoi. ouais, ouais, Ok. ouais, bah en fait c'est vraiment le bloc de glace sur lequel j'ai grimpé, donc l'espèce de cigare qui s'est écroulé. Donc j'étais à une dizaine de mètres et puis du coup bah il s'est écroulé au sol. Et par chance donc la pente continue un peu plus bas et puis je me suis arrêté sur la terrasse. Et j'ai dit bah ouais, je me suis relevé et puis ça allait et puis je suis reparti. Et ouais, ces questions-là, de se dire, T'es remonté? ouais, je suis remonté parce que, bah, pas d'échappatoire possible dans l'idée, parce que le seul échappatoire qu'il y avait, c'était d'appeler le PGHM et d'avoir un hélico. Et pour moi, le PGHM, c'est pas une option dans le sens où si je dois les appeler, c'est que vraiment, c'est que je pourrais pas m'en ressortir moi-même. Donc en soi, j'étais vivant, j'étais sur mes deux jambes, j'ai dit, bah, on s'est regardé avec mes collègues, on a dit ouais, clairement on est dans une sale situation parce que la glace était vraiment de mauvaise qualité, mais il fallait qu'on sorte de là, on pouvait pas redescendre. Donc ben on a continué à monter. Au final, on est sorti. Mais ouais, psychologiquement, ça a été un coup. Et puis j'ai eu deux accidents dans la foulée comme ça. J'ai refait une autre sortie de glace où ben, j'ai engagé un maximum parce qu'en fait la qualité de la glace était catastrophique. Il y avait l'eau qui ruisselait derrière. Par moment, quand je me frappais avec mes crampons, ben, j'avais la lame de mon crampon qui frappait la pierre derrière la glace. Donc ça signifie que la glace est vraiment toute fine. Et en fait, impossible de poser aucune protection. Donc en gros, j'ai grimpé 40 mètres de hauteur sans avoir aucune protection. Donc en gros, si je tombais, ben, je chutais de 40 mètres au sol et puis bah, je m'écrasais comme une crêpe. Et ouais, psychologiquement, ça met quand même beaucoup de freins. Et puis j'ai continué à me dire non, il faut que je continue et tout ça. Et puis bon, le dernier en date, ça a été pareil, je pars grimper sur une voie mixte. Donc c'est moitié escalade rocheuse, moitié escalade glace. Et donc j'étais en train de grimper, alors j'étais en second, donc on s'alternait avec mon collègue pour grimper. Et puis il y a eu un départ d'avalanche de roches qui s'est passé. Et puis je me suis fait recouvrir et j'ai eu des gros morceaux de roches qui me sont passés vraiment près de la tête.
J'en ai reçu un gros sur l'épaule, et puis bah, par chance, je suis pas tombé, j'ai réussi à rester cramponné à mes crampons piolets. Et ouais, je me suis fait recouvrir de gravier et de neige. J'ai réussi à me secouer, parce que bah, vu que ça reste assez vertical, ça reste pas, ça finit par couler. Mais ouais, après celui-là, j'ai dit bon, ben ouais, faut peut-être que je stoppe un petit peu la montagne. Et c'est là que je me dis, ok, le guide de montagne, c'est un objectif, c'est quelque chose que je voudrais atteindre. Mais je pense que là, j'ai pris trop de risques, je suis passé près de gros cartons. Je pense que ouais, faut peut-être que je parte sur autre chose, quoi. Alors j'ai 8000 questions qui me viennent en tête là suite à ce que tu viens de raconter. Euh, la première, comment t'évites parce que là, tu vois, on en parlait tout à l'heure, je disais justement en intro, moi c'est un milieu que je connais pas beaucoup, mais qui me fait flipper justement par ce bloc-là qui se détache. Toi, tu l'as vécu. Est-ce que c'est quelque chose que t'aurais pu éviter et comment en fait? Alors, on va dire toutes les courses d'alpinisme, il y a une grande préparation qui se fait derrière. Donc ça veut dire c'est étudier la cartographie, c'est étudier les bulletins météo pour savoir les températures sur les derniers jours, les dernières semaines, regarder les prévisions. C'est aussi appeler alors soit des refuges, soit, bah, si je prends l'exemple de la Chamoniarde à Chamonix, qui est un bureau qui va donner des infos sur les cours, sur les conditions, etc. Donc on prend ces infos-là, mais il y a toujours la différence entre bah, le terrain et la préparation. Donc on prépare au mieux, et puis une fois qu'on arrive sur le terrain, ben on fait la correspondance entre ok, ce que j'ai étudié sur le papier et puis ce que je vois là face à moi. Et puis des fois, ben, clairement la différence est trop grande, et puis on se dit bah non, là le risque est trop élevé, je peux pas engager sur cette course, ben on fait demi-tour. Et puis des fois on dit ok, il y a le risque, effectivement il est là, est-ce que je l'accepte ou pas? Bon, ben, à décider. Faut être conscient de ses capacités, faut aussi être conscient que la montagne sera toujours plus forte que nous. Donc faut pas avoir peur de dire, ben non, tant pis, je fais demi-tour. Ça arrive, et puis des fois on se dit, bon, ben j'y vais quand même. Et c'est vrai que des fois, tout semble en bonne condition, on grimpe, et puis en fait, arrivé au milieu de la voie, ah ben en fait, les conditions sont dégradées, sont plus du tout comme avant. Des fois, on peut redescendre, et des fois, l'échappatoire est pas possible. Donc malheureusement, il y a ça, il y a ce côté en fait de qu'on maîtrise pas tout, et qu'à un moment, bah, il faut l'accepter ou non. Et après, malheureusement, il y a quelque chose qui se passe de plus en plus et qui se passera de plus en plus. On a encore eu l'exemple là il y a quelques jours en Italie. C'est malgré toute la préparation qu'on veut, le réchauffement climatique, bah, il impacte beaucoup sur la montagne aujourd'hui. Et bah, on a ce permafrost qui fond, donc la roche qui a plus forcément ce côté glu qui va fixer, et du coup cette montagne qui s'effrite, quoi. Donc c'est un risque qu'on pourra pas maîtriser, on peut essayer de mettre tout en place pour le minimiser, mais on pourra pas le supprimer. Ouais, c'est quand même un sacré sport, hein. Et alors la deuxième question qui me venait, c'est que tu vois, moi, je suis pompier depuis que j'ai 19 ans. Là, j'en ai bientôt 35. On est en 2022, hein. Je pense toujours à ces auditeurs qui nous écouteront dans 10 ans, parce que oui, le podcast existera encore dans 10 ans. Et quand j'avais 19-20 ans, tu vois, je commençais pompier de Paris, j'avais peur de rien, je pouvais sauter d'un balcon à l'autre sans problème. Aujourd'hui, à bientôt 35 ans, bah non quoi, hein, je saute plus, ou si je dois le faire, eh ben, il faut que je sois attaché. Il y a ce côté tu vois, en plus maintenant j'ai femme, enfant. Ce côté, tu prends moins de risques avec l'âge venant, arrivant, augmentant. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates ou plutôt l'inverse, avec l'expérience, tu as tendance à peut-être prendre un peu plus de risques? Alors juste pour rebondir, bah, félicitations, parce que je suis aussi pompier, donc bah, connaissant les pompiers de Paris, c'est l'unité d'élite. Donc c'est chouette, bah, d'apprendre que tes pompiers discutaient entre collègues, justement. J'allais Euh, rebondir dessus quand t'as dit que t'étais formateur en Suisse. Je voulais y venir tout à l'heure. Et non, ce risque, il dit, enfin, cette peur, on va dire, elle grandit avec le temps et l'âge. Ouais, j'ai des appréhensions et des peurs que j'ai maintenant que j'avais pas forcément avant. Et alors, je la supprime pas totalement, mais du coup, ça change avec le temps. Alors, des choses
sur lesquels j'étais capable d'engager avant. Aujourd'hui, je ne suis plus capable, mais par contre, je vais engager différemment. Alors, je prends peut-être pas forcément moins de risques, mais je les prends différemment. Donc ouais, cette appréhension, elle vient quand même avec le temps. Il y a des choses que je serais plus capable de faire aujourd'hui, que j'ai pu faire avant, et puis peut-être avec l'expérience, des choses que je n'aurais pas osé avant et que je serais capable maintenant. Et quand tu dis une course, c'est pas vraiment une course comme on peut l'entendre, dans le sens trail où, vous êtes tous à un départ, il faut mettre le premier arrivé en haut à gagner. Ouais, non, non, alors c'est vrai que ça, c'est un terme propre à l'alpinisme. Donc, course, pas dans le sens, on a un dossard et puis c'est le premier qui arrive. Non, course, c'est dans le sens, c'est une sortie, c'est une randonnée, en fait. Et j'ai prévu ma randonnée alpine, mais en fait, on appelle ça une course. D'accord, ouais, c'était pour bien comprendre et aussi pour un terme de langage, tu as parlé de permafrost. Est-ce que tu peux expliquer juste en 2 mots ce que c'est? Parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. Bah, le permafrost, entre guillemets, une espèce de colle, qui est maintenue par le froid et qui vient coller la roche ensemble, en fait. Et ce permafrost qui existe depuis des milliers d'années. Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, en fait, cette colle, ce permafrost, il fond petit à petit, ce qui fait que la roche s'effrite parce qu'elle a plus cette glu pour tenir. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve en montagne en altitude et qu'on va retrouver après aussi sur les régions un peu plus polaires, quoi. Ouais, donc ça, c'est un petit message pour tous les, climato-sceptiques. Toi, tu nous dis, effectivement, il y a bien des impacts. Ouais, alors les impacts, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais je peux en donner un, c'est peut-être celui qui me touche le plus. J'ai grandi dans les Pyrénées. Il y a encore 10 ans, 10-12 ans de ça, on avait les neiges éternelles et l'été, durant tout l'été, à plus de 2800 mètres, on avait les sommets enneigés. Aujourd'hui, le plus haut sommet des Pyrénées, qui est environ 3400, il n'y a plus de neige du tout dessus l'été, quoi, et on n'a plus aucune neige éternelle. Après, c'est pareil sur les Alpes, on peut en parler pendant des heures, mais non, le réchauffement climatique, il est bien réel. Ça, tu vois, c'est un sujet que j'abordais très peu et pourtant la chaîne enfin, de mes réseaux de base s'appelle La Planète Trail. Tu vois, dans Planète, il y a quand même ce côté. Mais j'avais appelé ça comme ça pour dire tout ce qui tourne autour du trail. Je parle de tout ce qui tourne autour du trail et pas trop sur le côté écologique à l'origine. Et là, depuis quelques. Je vais pas me dire que je réfléchis à ça depuis plusieurs mois, mais depuis plusieurs semaines du moins, je commence à avoir une espèce de déclic, de réaction et je pense qu'on va tous l'avoir à un moment. Moi, c'est arrivé il y a quelques semaines et justement tous les sujets du climat là, ça commence à faire un peu flipper quoi, quand tu sais que ça a augmenté de 4 degrés là en 100 ans alors que c'est quelque chose qui avait été, le seul, enfin l'augmentation de 4 degrés, dernière qui avait, fumé l'air glaciaire, bah, c'était 4 degrés mais en 20 000 ans. Donc, tu te demandes qu'est-ce que ça va pouvoir faire, et toi qui vis dans ces milieux-là, tu dois le voir beaucoup plus, concrètement encore que moi qui habite en Bretagne, quoi. Ah ouais, ouais, bon, on peut le voir, c'est sûr. Bon, on peut encore donner exemple la mer de glace à Chamonix cet été qui a pris 3,50 m d'épaisseur en moins, quoi. Et puis, non, plus ça va aller, et oui, effectivement, plus ça va être touché. Et je pense qu'aujourd'hui, sans dire, bah, moi je suis écolo, moi je le suis pas, non, je pense que, bah, on vit tous sur la planète Terre, on a tous notre petite empreinte qu'on peut mettre en place. Et oui, le réchauffement climatique, il est. Alors si on va sur les personnes sceptiques, oui, effectivement, le réchauffement climatique est un événement naturel qui devait se produire. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on l'a accéléré. Au lieu qu'il se passe en 10 000 ans, bah, il s'est passé en 100 ans. Donc non, non, aujourd'hui, il y a une réalité. Et moi, oui, j'ai envie de jouer mon rôle que je peux jouer pour protéger la planète, dans le sens où il y a une phrase qui m'a marqué, alors je ne saurais plus la redire exactement, mais l'idée c'est que on ne donne pas notre monde à nos enfants, mais on leur emprunte leur monde. Et le jour où on comprend ça, c'est qu'on casse ce côté égoïste de dire bah en fait je peux profiter de la planète, et c'est non, non, je dois prendre soin de la planète pour donner quelque chose de viable à mes enfants. Ouais, c'est intéressant ce changement de point de vue, et de perspective et des fois ça aide à juste se poser, en fait, les bonnes questions et puis de se dire: «Bah, en fait, là, le problème que je suis en train de résoudre, c'est peut-être pas le bon problème parce que je me suis pas posé la bonne question, quoi». Et toi, donc du coup, dans tes expéditions,
c'est quelque chose que tu vas chercher à mettre en avant, à communiquer dessus? Ouais, alors dans l'idée, j'ai envie de de montrer en fait, c'est ce que je vois, parce que je suis pas dans la vie où faut venir taper sur les doigts des gens en disant bah non, faut faire quelque chose, bougez-vous, etc. Non, parce qu'on peut pas forcer les gens. S'il y en a qui veulent faire quelque chose, ils le feront, sinon non. Mais par contre, je pense que si on peut passer un joli message de dire bah regardez aujourd'hui, c'est ça l'état actuel des choses, c'est beau. Euh, et ben si vous voulez le conserver, c'est peut-être de faire quelque chose. Et dans ce cas-là, les gens vont dire ah bah ouais, effectivement, c'est joli, bah ouais, peut-être on a envie de le préserver. Mmh. C'est intéressant ça aussi parce que j'ai enregistré un épisode avec, le Relais Jeunes. C'est un groupe, qui a fait, 3 000 kilomètres autour de la France en marchant et en vélo pour organiser des conférences dans différentes villes. Hem et donc je racontais une anecdote de quelqu'un qui en avait strictement rien à cirer de la planète et puis il me disait que en fait, il faut, accepter, qu'il va forcément y avoir des gens qui en auront rien à cirer et il faut plutôt aller chercher, les gens qui sont déjà un petit peu convaincus et essayer de les convaincre encore plus, plutôt que d'aller chercher finalement presque les causes perdues parce qu'en fait, on va dépenser beaucoup trop d'énergie, s'énerver peut-être, et plutôt aller accompagner ceux qui sont déjà un petit peu convaincus pour, savoir exactement qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour en faire encore un peu plus ou, un petit peu différemment du moins? Ouais, ben c'est toujours pareil, c'est souvent, on a ce côté, on veut imposer notre point de vue aux autres, donc parce que pour nous, préserver l'environnement, c'est important, on va les rabâcher aux gens, bah, faites-le, faites-le. Non, je pense qu'il faut éduquer et puis faut donner la possibilité en fait aux gens. Faut pas leur dire il faut que tu fasses ça. Non, c'est leur dire écoute, aujourd'hui ça c'est une bonne idée. Et puis juste leur dire voilà c'est une bonne idée et puis les gens par eux-mêmes vont réfléchir et il y en a oui effectivement bah oui bah c'est une bonne idée mais je m'en fiche je veux pas de ça et d'autres ah effectivement je connaissais pas ça ou j'avais pas pensé à ça ah bah ouais ça me fait réfléchir et en fait c'est faut juste donner la clé, faut donner la possibilité aux gens en fait, mais faut pas venir leur dire il faut que tu fasses comme ça. Non, c'est fais tes choix. Je t'ai juste donné des éléments et puis après tu prends tes décisions. Mmh. Ouais, c'est intéressant comme, manière de communiquer, et je pense qu'on peut tous s'en inspirer sur les différents sujets qui nous tiennent à cœur, parce qu'effectivement, comme tu dis, on a tous des causes en fait et ça j'ai mon beau-frère qui a une bonne phrase pour ça. Il dit: «Choisis ton combat et choisis-le bien». Hem, parce que tu pourras pas être partout forcément et c'est le cas de tout le monde en fait. Ouais. Dans tes expéditions, tu vois, pendant qu'on parlait, je suis allé, comme je le dis, hein, je t'ai dit, j'ai rien préparé avant. Je suis allé sur ta page Insta, du coup et je vois que tu pratiques en fait différents sports. Donc tu nous as parlé d'alpinisme, mais tu as aussi, un petit peu baroudé, en vélo? Ouais. Alors vas-y, raconte, nous, les différentes expéditions que tu as pu faire, en vélo. Bah le vélo, c'est la dernière grosse expédition que j'ai fait. Du coup, je suis parti faire un petit tour d'Europe à vélo, que j'ai débuté du coup fin juillet 2021, donc l'année passée. Et puis bah, l'idée c'était de rejoindre Tromsø au nord de la Norvège. J'avais prévu, je m'étais dit, bah, ça devrait faire à peu près 4 mois. Hein. Alors, je suis cycliste de base, j'ai commencé par le VTT, après je m'étais mis au vélo-route, mais j'avais jamais fait de voyage à vélo, donc je me dis, bah, l'idée c'est de profiter et tout ça. Et en fait, je m'étais dit, bah, en gros, le voyage que je trace, ce serait à peu près 4000 kilomètres. Puis finalement, je suis parti vraiment en mode voyage, que j'ai transformé en mode plus exploit sportif, qui s'est fini en finale en expédition. Et donc dans l'idée, au final, j'ai fait 9 pays, donc j'ai fait la traversée de Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège. Au final, j'ai fait 7300 kilomètres, j'ai fait 45 000 mètres de dénivelé positif, et du coup, j'ai fait ça en totale autonomie, donc avec mon vélo. Donc le vélo, les bagages, la nourriture, l'eau, tout ça, j'arrivais à un total de 60 kilos. Donc ça faisait quand même beaucoup à tracter. Et puis donc j'ai fait ça vraiment en totale autonomie. Donc j'ai fait toutes mes nuits sous tente ou sous hamac au début de l'été parce que les températures étaient encore bonnes. J'étais autonome au niveau de ma nourriture et puis ben vu que j'ai bourlingué pendant un petit moment, ben je suis arrivé en Suède où c'était le début de l'hiver et puis ben j'ai rejoint après j'ai fini à Suède et puis j'ai rejoint le nord de la Norvège durant l'hiver et la nuit polaire.
Donc au final, je me suis retrouvé à rouler tous les jours de nuit, dans des froids, donc j'ai eu des températures jusqu'à -30 degrés. Et puis j'ai fait toutes mes nuits sous tente, à m'alimenter seul, donc à transporter sur le vélo à peu près 10 jours d'autonomie de nourriture, et à faire en gros une escale tous les 10 jours pour refaire le plein de nourriture. Et puis voilà, c'était le dernier voyage sur lequel on va pouvoir parler. Alors, tu vois là encore, j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais comment tu fais pour être autonome comme ça pendant autant de temps? Et est-ce que la solitude ne te pèse pas? Alors c'était ma première expérience en autonomie parce que je suis quelqu'un où j'ai toujours plein d'amis avec moi pour aller faire des choses, et c'est la première fois que je partais seul, et j'ai vraiment eu envie de voir parce que je suis passé par l'armée, je suis passé par les pompiers, j'ai fait, quand j'ai commencé plus jeune le sport, j'ai fait du sport collectif, donc j'ai toujours été habitué à vivre en collectivité et à ne jamais être seul de ma vie. Et c'est vrai que pour la première fois de ma vie, je me suis dit: «Je vais faire une aventure seul pour voir ce que ça fait». Et et mmh je pensais que ça allait être difficile et peut-être long, et au final, j'ai fait mes 4 mois et demi de voyage seul, et au final, ça a été très bien. Le fait d'être seul, j'ai été confronté à moi-même, à les jours où j'ai un coup de mou, il faut que je me botte les fesses tout seul pour pouvoir me secouer et puis aller au bout parce que j'ai personne pour me motiver, parce que j'ai personne pour m'aider, et puis ouais, non, cette totale autonomie de me dire, voilà, je fais ma vie avec ma tente, ma nourriture, et puis je fais tout en pleine nature. Euh, non, au final, ça a été étonnamment surpris, mais ça a été super bien. Moi, c'est vraiment ce point-là, je pense qui me freinerait, la famille, les amis, qui te manquent au bout d'un moment. Alors Hem, oui, ça manque, c'est ouais. difficile, mais heureusement aujourd'hui on a le téléphone, on a WhatsApp, on peut faire des appels vidéo, et ça par contre ça fait un grand soutien parce qu'effectivement, je ferais 4 mois au total d'autonomie sans personne à contacter, non, je pourrais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au téléphone, toutes les semaines on peut donner des nouvelles, et oui, il y a ce côté, ouais, famille qui reste et amis qui est quand même derrière. Plus les gens alors passent sur la partie hivernale parce que du coup il faisait tout le temps nuit, tout le temps froid, tout le temps la neige, etc. Donc il y a peu de gens dehors. Mais sinon sur le reste du voyage, j'avais les gens qui étaient interloqués par mon vélo en me voyant tout seul, qui venaient me parler. Donc j'ai toujours eu un petit peu de compagnie. Je me suis jamais senti seul pendant le voyage. Ouais, ça c'est quelque chose aussi que j'avais entendu dire, c'est que justement, en fait, quand tu fais une expédition, en vélo, contrairement à si tu fais un road trip en camion ou, heu, tu as ce côté un petit peu, peut-être, vulnérable. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais et les gens Exactement. viennent vraiment vers toi, en fait. Ah mais c'est exactement le mot. Tu t'es vulnérable, t'es livré à toi-même, et en fait, vu que t'es tout seul, t'es beaucoup plus ouvert et à même d'accepter une aide autour, et les gens, tu sais, si t'es deux, les gens vont pas venir vers toi parce que ils vont dire, bah, c'est bon, ils peuvent se débrouiller. Mais tu vois quelqu'un de seul, t'as naturellement envie, t'as ce côté communautaire de l'humain, de te dire, il est tout seul, est-ce que je peux faire quelque chose pour lui? Et puis, ça passe par un petit sourire, ça passe par un bonjour, ça passe par, hey, raconte-moi ton voyage, et puis, c'est fantastique. Ça pour moi, ça a été ce voyage aussi, c'était une richesse humaine qui était incroyable à vivre. Et le côté aussi, de la nuit, tu le disais que, en fait, nous, on n'est pas habitués du tout à ça en Europe, enfin en Europe, en France du moins. Hem, c'est pas angoissant d'avoir cette nuit qui ne part quasiment jamais ou juste, quelques heures? Alors c'était un rêve de vivre à travers la nuit polaire, je voulais découvrir ça une fois dans ma vie. J'avais déjà vécu sous le soleil de minuit, mais je voulais découvrir cette nuit polaire. Alors c'est une toute autre organisation parce que du coup, pas possibilité d'utiliser un panneau solaire, mais ça fait qu'il faut quand même entretenir le téléphone portable pour la batterie, il faut recharger la frontale, il faut recharger les lampes. Donc du coup, ça fait une autre logistique à mettre en place. Et puis alors c'est une nuit polaire, mais on va dire c'est pas une nuit noire qui est H24. On va dire qu'on a dans la journée à peu près 3 heures jusqu'à 4 heures, ça dépend des zones, mais 3 heures de crépuscule en fait où il fait comme une tombée de nuit, où il fait foncé, il n'y a pas le soleil, mais il fait pas complètement noir. Mais par contre après le reste de la journée, ouais, il faisait nuit noire.
Et puis j'ai fait mes journées de vélo étaient entre 8 à 12 heures de vélo. Et, euh, et puis ouais, rouler tout le temps avec la frontale, mais au final le corps s'habitue, les yeux s'habituent, on apprend à voir dans le noir. Euh, et puis en fait l'expérience est tellement incroyable de se dire je suis un vélo, c'est en plein hiver, c'est la nuit polaire, que ouais il y a cette satisfaction. Après c'est des petites habitudes à mettre en cours parce que du coup on a tout le temps un peu cette fatigue, on a plus vraiment grand chose pour dire tiens à ce moment-là j'ai faim, ou alors c'est l'heure d'aller se coucher. Donc du coup, on crée un rythme, il faut mettre une discipline en place. Mais non, ça m'a pas perturbé plus que ça, l'hiver polaire, et la nuit polaire, et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Alors là, mon côté geek, un petit modeste, hein, mais j'aime bien un peu la tech. Comment tu fais du coup pour recharger tes équipements? Du coup, c'est les batteries externes. Donc j'avais 4 batteries externes, donc j'avais quand même pas mal d'autonomie. Le téléphone en soi éteint, à utiliser qu'en cas de secours. Donc en gros, je faisais un point tous les 3 jours à un ami pour dire voilà, ma position est là, parce que j'avais aussi mis en place un plan de secours vu que j'étais en totale autonomie dans l'hiver. Et après, c'est l'utilisation c'est recharger la lampe frontale. Après, qui consomme pas tant que ça, hein. En soi, la lampe frontale, je la rechargeais une fois par jour, et puis je pouvais l'utiliser entre 8 et 10 heures sans aucun souci. Et après, une fois de temps en temps, tous les 10 jours, quand je faisais mon point pour acheter la nourriture, je faisais recharger autant que je pouvais mes batteries pour repartir en autonomie. Et est-ce que durant cette expédition, qui est quand même assez longue, il y a des moments où t'en as eu marre et tu t'es dit putain, pourquoi je suis là la flemme, je pourrais être peinard là, comme mes potes, en train de regarder une série sur Netflix. Qu'est-ce que je me fais chier, quoi. Non, Je grossis le trait exprès, hein, volontairement, mais tu vois ce ouais, que je mais veux dire. c'est quelque chose qui peut arriver, hein, clairement. Par chance, je l'ai eu qu'une seule journée du voyage. La première partie du voyage, entre guillemets, jusqu'à la Norvège, c'était plaisir tous les jours, même s'il y a des jours où j'ai eu des tempêtes de vent, des tempêtes de pluie. Je me rappelle encore d'une journée au nord du Danemark. J'ai dû rouler, je sais pas, 7-8 heures avec un vent de face à 100 km/h. Donc clairement, sur le vélo, je faisais à peu près entre 8 et 10 km/h. J'avançais pas, et l'effort était énorme. Donc il y a des jours où ouais on en a marre, mais ça fait partie du jeu. Et il y a un moment après tant de temps, surtout avant de partir à vélo, j'avais quand même, via mon entraînement en montagne, j'étais entre 40 à 45 heures de sport par semaine. Donc le corps est habitué, et au final il y a au bout d'un moment où ça devient une partie de toi, ce qui fait que t'es fatigué, t'as pas envie, mais en fait il y a ce besoin d'aller se mouvoir et de faire ce sport. Donc en soi, je montais tous les jours sur mon vélo, même si j'avais mal aux fesses, même si j'avais pas envie, même si j'étais fatigué, et je réfléchissais pas. En fait c'était se mouvoir. Mais par contre, oui, il y a eu un gros craquage moral sur le nord de la Norvège, où j'ai passé la pire journée du voyage. J'ai fait 135 km en 14 heures de vélo, face à une tempête de neige, tempête de vent, avec une grosse journée froide. Et ouais, là, ça a été très compliqué moralement, parce que je pars, je fais les 20 premiers kilomètres, puis j'étais à bout de force. Vraiment, j'étais à bout. J'avais la tempête de neige, c'était compliqué d'avancer, donc je fais une petite pause, mais vraiment court, parce qu'en soi, avec le froid, on peut pas s'arrêter. On s'arrête 2-3 minutes maximum, et puis il faut repartir. Donc je prends ces 2-3 minutes, je regarde ma carte, voir à peu près où je me situe, je me dis bon, il faut que je reparte. Et puis je repars, mais avec vraiment beaucoup de douleur, sans aucune envie. Et puis j'avais juste envie de me dire, vu que c'est la tempête de neige, c'est très compliqué d'avancer, je me mets sur le côté, je mets ma tente, et puis s'il faut que je reste un jour ou deux, le temps d'essuyer la tempête, je vais attendre sous la tente, quoi. Mais en fait, il fait tellement froid, et puis c'est tellement dur moralement, et de se dire, si j'ai un pépin, il y a personne qui peut venir me chercher, je suis vraiment tout seul au milieu de rien. Bon allez non, John, bouge-toi, motive-toi, remonte sur le vélo, et puis roule. Et je roule, et je roule, et je roule, et je passe ma journée comme ça, les kilomètres qui avancent pas, les étapes qui avancent pas. En fait, c'était vraiment une catastrophe. Et puis ouais, j'arrive à la fin de la journée, je pense que j'arrête de rouler vers 23 heures, donc j'avais roulé, j'ai eu 3 heures de journée dans la nuit, 3 heures de luminosité dans la journée, puis le reste du temps j'ai roulé sous la nuit, donc ouais, la journée qui avance pas, quoi. Et puis ouais, je suis arrivé à me dire, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige autant de douleurs, autant de difficultés morales, physiques? Je me suis tapé de la neige toute la journée, je suis trempé, j'ai froid, j'en peux plus. Pourquoi je fais ça? Et ouais, cette journée, elle a été très très compliquée. Et,
Et ouais, moralement, j'ai craqué, j'avais envie de rentrer. Je me dis, pourquoi je m'affiche ça? Je suis pas venu pour ça, en fait. Et j'ai dit, bon, ben, la nuit porte conseil, donc j'ai laissé passer la nuit, et puis le lendemain matin, ben, j'avais pas envie. Euh, mais j'ai dit, il faut que j'avance. Donc j'ai avancé un petit peu, je me suis posé à un endroit, j'ai fait une journée sous tente, j'ai fait ma journée off à attendre. Et le jour d'après, je suis reparti, et ouais, j'ai été dans la difficulté, ça a été dur, mais j'ai continué d'avancer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le trail et l'ultra trail où tu as ce moment où tu arrives à un ravito et puis t'as pas envie de repartir parce que tu es dans un gymnase chauffé. Il suffit que toi, tu sois en pleine nuit, que dehors, il fasse un temps pourri. Et tu te dis, bah, je fais juste un ravito, mais il faut repartir, quoi. Et bien souvent, il y en a qui repartent pas. Euh, et c'est là l'importance d'avoir son fameux pourquoi. Pourquoi je suis là, pourquoi je suis venu, pourquoi je me suis inscrit à cette course, à ce trail. Pourquoi est-ce que toi, tu as pris ce départ de cette expédition? Euh, et du coup, c'est quoi ton pourquoi à toi? Alors pourquoi c'est super intéressant? Et je vais reprendre l'exemple de Mike Horn parce que pour moi ça c'est un des plus grands aventuriers au monde, c'est celui qui m'a inspiré, c'est celui qui m'a donné envie aujourd'hui de me pousser, de créer ces expéditions. Euh, il a une phrase qui dit, alors je reprendrai pas la phrase exactement, je me rappelle pas, mais dans l'idée c'est pas la motivation qui nous pousse à réaliser un objectif, c'est la discipline. Et pour moi, j'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Je disais, mais c'est pas possible parce que sans motivation, tu peux pas avancer. T'as beau être discipliné, c'est pas possible. La motivation, c'est elle qui te tient. Et j'étais en désaccord avec sa phrase jusqu'à cette fameuse expédition à vélo où j'ai beaucoup repensé à cette phrase. Et je me suis dit, les gars, effectivement, j'ai plus aucune motivation. J'ai plus envie d'aller. C'est dur, je souffre, j'ai froid, j'ai faim, j'ai mal, pourquoi je suis là-dedans? Je suis tout seul en galère. J'ai plus aucun plaisir. Euh, mais en fait, j'ai ouais, la discipline tous les matins de me lever, d'avoir mon rituel à faire mon déjeuner, à faire fondre la neige pour avoir de l'eau, à replier mon équipement, replier ma tente, recharger le vélo, repartir, rouler, etc., etc. Et en fait, c'est réel. C'est que la motivation, elle dure un temps. Elle dure tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a le côté nouveauté, tant qu'on a ce côté, bah ouais, ça va être chouette une fois que je vais l'avoir atteint, etc. Mais en fait, dans la durée, on peut pas garder cette motivation et la seule chose qui fait avancer, c'est la discipline. De se dire, ok, ben, je peux pas me mentir à moi-même, j'ai un objectif, j'ai une discipline, il faut que je l'applique chaque matin. Et puis j'avance. Quand tu prends conscience que la motivation, c'est un sentiment, et euh, tu vois, la joie, t'es pas tout le temps en train de te marrer, hein. Il y a des fois où tu es en train de pleurer et que ça passe et ça revient et ça repasse. Et ben la motivation, c'est pareil. Tu as des moments où tu vas être ultra motivé, tu vas avoir la patate, tu vas vouloir soulever ou grimper toutes les montagnes. Et puis ben après, ça redescend, quoi. Alors tu es obligé justement d'avoir ces rituels, ces automatismes qui sont mis en place. Et toi, tu nous l'expliques très bien, en fait, que tu avais ta petite routine du matin et puis c'était parti. Euh, Comment tu vis, en fait, parce que là, tu nous parles d'expéditions qui durent très longtemps, mais peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs qui vont se dire, ah, mais j'aimerais bien faire ça, mais moi, j'ai un loyer, j'ai plein d'engagements financiers. Euh, Quand tu fais des expéditions comme ça, il y a toujours cette recherche aussi de partenaires qui est forcément liée parce qu'il faut bien le financer, tout ça. Comment est-ce que tu gères tout ce sujet du financement? Bah, c'est le financement, c'est toujours un moment compliqué, on va dire, de l'expédition, parce que il y a deux moyens de financer. Il y a un apport personnel et puis il va y avoir un apport extérieur à ça. Donc oui, effectivement, alors si on part sur 2, 3 semaines, c'est quelque chose de facile à gérer. Mais c'est vrai que si on part sur plus long, il faut penser à pas avoir d'attache ou du moins à minimiser ses attaches. Moi, j'ai aussi construit ma vie autour de ça. J'ai pas de prêt. J'ai un appartement que je peux quitter comme je veux. Enfin, je veux dire, je fais vraiment en sorte d'avoir le moins d'attaches possible pour pouvoir être souple. Mais sinon, ça veut dire aussi mettre beaucoup d'argent de côté. Alors oui, peut-être que plutôt que de choisir d'aller sortir au restaurant, je vais mettre cet argent de côté une fois pour me dire, voilà, pour ma prochaine expédition, je mets un peu d'argent de côté. Donc, ça fait partie de choix.
Et après, il y a aussi le côté sponsor. C'est vrai que par rapport à mon projet, j'avais fait quelques demandes de sponsors et par chance, j'ai eu 2 sponsors qui m'ont apporté un grand soutien. J'ai eu Ortlieb qui m'a offert toutes les sacoches du vélo. Donc j'avais mes 2 sacoches avant, le sacoche guidon, mes 2 sacoches arrière, le sursac par-dessus. Donc ça a été un soutien immense et puis d'autant plus en termes de qualité, j'ai eu du matériel mais parfaitement adapté au voyage à vélo, léger, compact, efficace, complètement waterproof. Et après le deuxième sponsor que j'ai eu, c'est Decathlon Tarbes qui m'a fourni pas mal de matériel vélo du coup, qui m'a vraiment équipé sur tout le matériel vélo. Donc du coup, ça aide beaucoup. C'est une reconnaissance de se dire j'ai une entreprise qui croit en mon projet, qui croit en moi, qui me soutient et qui me donne les moyens de faire ça. Et du coup, ils reconnaissent mon travail. Et du coup, c'est super. Et oui, il faut, en fonction des expéditions, ouais, les sponsors sont d'une grande aide. Et puis il y a cette valorisation de se dire, voilà, on reconnaît mon travail, on me supporte, on me soutient et on me donne les ailes de réussir ce projet, quoi. Donc ça, c'est super. Et puis sinon, ouais, en termes de côté financier, c'est un énorme coût. Une expédition, c'est pas, je pars en voyage, j'en ai pour 350 € et puis je pars un mois. Non, c'est un coût financier qui est quand même assez élevé, quoi. Faut pas se cacher. Ah, c'est sûr, hein. Alors Ortlieb, je connaissais pas, mais je vais aller voir ce qu'ils font. Mais c'est vrai que Decathlon, ils sont connus comme ça pour soutenir justement des initiatives d'aventuriers, de gens qui ont des projets comme ça et qui ont de belles idées et d'envie d'aventure. Et je trouve ça très très chouette en fait que des entreprises aussi soutiennent ce genre de projet inspirant. Est-ce qu'il y a une aventure, un projet, un truc qui te fait absolument rêver et si tu ne l'as fait pas dans ta vie, tu te diras j'ai raté ma vie. Oh, alors ce serait, mais alors peut-être pas vraiment en mode expédition, mais plus en mode aventure. Ce serait de voyager à travers le monde. C'est vraiment un objectif que j'ai d'explorer le plus de pays, de voir beaucoup de choses. Et, et ouais, si j'arrive papy à 60 ans et que je me dis en fait j'ai vu 10 pays et puis j'ai pas fait plus que ça, non, je serais déçu. Donc j'ai vraiment envie d'explorer le plus de contrées possible. Je pensais que tu allais me dire aller faire le K2, l'Everest. Non, après parce que en termes de projets d'expédition, je suis en train de les monter et je sais que je vais les faire. J'aimerais, non, je le planifie pour de vrai. Du coup, j'ai pas trop ce côté, ah, peut-être je vais pas le faire et du coup, je serais déçu de pas le faire parce que c'est pas une option. C'est vraiment des objectifs que j'ai, comme la traversée de l'Islande, la traversée du Groenland. J'aimerais aussi réaliser une expédition kayak le long de la côte ouest du Canada. Enfin, j'ai beaucoup de projets que je suis en train de monter, hein. Et du coup, je sais que je vais me donner les moyens de les faire. Mais le voyage, ouais, j'aimerais bien partir voyager et découvrir un peu tout. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion et le temps de le faire. En fait, ta vie, c'est je prépare un projet, je le fais et puis je recommence quoi. Ouais, là, moi, mon idée pour le futur, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment. J'aimerais vraiment professionnaliser ce côté aventure expédition et devenir comme mes mentors. Je peux donner plein de noms, mais des Mike Horn, des Borge Ousland, des Alban Michon, c'est des personnes moi qui me font rêver. Je bois leur aventure et puis un jour j'aimerais me dire alors j'aurais peut-être pas leur niveau parce que c'est les meilleurs au monde, c'est l'extrême. Mais me dire ouais voilà, j'ai réussi, je suis devenu un aventurier professionnel, j'arrive à vivre de ma passion et à réaliser des belles expés, même si c'est pas les plus extrêmes, de me dire que je vais aller traverser l'Antarctique en totale autonomie en plein hiver, mais d'arriver à faire des belles petites expéditions, ouais. En tout cas, tu en prends bien le chemin hein, avec tout ce que tu as déjà parcouru. Euh, c'est quoi le mode de vie d'un aventurier professionnel comme ça? Il vit grâce à des livres, des conférences, des interventions dans des magazines, ce genre de choses, c'est ça? Mais j'ai pas la réponse, c'est ce que j'essaie de chercher justement pour arriver à le professionnaliser. Mais on va dire qu'il y a une aide des sponsors par rapport au financement des expéditions.
Il y a, oui, des retours d'expédition, donc avec des films, des livres, des conférences. Et puis voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaie de chercher, de voir comment je pourrais arriver à monétiser ma passion pour en vivre. Et je cherche pas à être multimillionnaire et à gagner super bien ma vie. Non, je cherche à gagner ma vie correctement pour pouvoir payer ce que j'ai à payer et pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser, quoi. Et du coup, j'essaie de chercher aujourd'hui les moyens pour me dire, voilà, je prévois mes expéditions et j'arrive à en vivre. Mmh. Ouais, alors c'est sûr que tu as tellement de choses à faire et d'idées en tête que que j'imagine que ça doit être, des fois, parfois un peu frustrant, peut-être même de ne pas pouvoir en faire plus souvent, plus longtemps parce que tu vois, on parle de ces aventuriers stars, mais tu vois, il doit y avoir une équipe qui les aide à préparer, les aventures et du coup, ils peuvent en faire plus. Enfin, tu vois, tu peux, Je pense pas tant que ça, hein, parce que ça reste un milieu c'est pas le football entre guillemets, on va dire, ça reste un milieu à petite échelle où non, ils prévoient les aventures par eux-mêmes, ils planifient tout par eux-mêmes. Après, oui, ils ont un staff technique pour le support sur la logistique, mais en soi, ils font, ouais, le reste du travail, ils le font eux, et puis c'est un gros travail, parce que préparer une expédition, ça demande beaucoup de temps. Juste, je vais donner un petit exemple qui est assez marrant, c'est sur le voyage à vélo. Alors pas sur le début, parce que les conditions météo n'étaient pas exigeantes, mais sur la fin avec l'hiver polaire. En termes de nourriture, je suis passé donc un homme, on va dire de gabarit classique, entre 2000 et 2500 calories journalières. Moi, sur mon expédition, j'étais à 7000 calories journalières. Donc, pour atteindre 7000 calories, c'est un calcul de dire, OK, mon repas, c'est tant de calories. OK, donc qu'est-ce que je dois ajouter? Mais je dois aussi penser à ajouter de la matière grasse parce qu'il me faut que je produise du gras pour me protéger du froid. Mais il faut aussi que j'ai ma quantité d'eau à boire. Donc, ouais, c'est des petits détails, mais du coup, c'est rapidement une journée à prendre le temps. Voilà, il me faut ça et ça comme nourriture, il faut que je fasse ça. Donc, je pense que des expéditions, si on reprend les grands aventuriers, alors je peux peut-être me tromper en disant ça, mais je pense qu'ils prévoient une grosse expédition tous les 2 à 3 ans. Et entre ces grosses expéditions, des petites expéditions à droite à gauche, quoi. mmh. Ouais, c'est intéressant ce milieu, hein, parce que ça c'est comme tu le dis, c'est un milieu qui est assez intimiste, assez fermé, parce qu'il y a pas beaucoup de gens, en fait, qui s'autorisent aussi d'aller parcourir le monde. Je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein, on se met des freins, on s'interdit de faire des choses qu'on a envie de faire parce que la société veut qu'on ait, la maison, le labrador, la femme, les 2 enfants et puis, toi, on en a parlé un petit peu ça, mais c'est pas du tout quelque chose qui te fait ou t'a fait souffrir à un moment, ce côté un peu marginal? C'est en fait, il faut être droit dans ses baskets parce que de se dire, d'être capable de changer de boulot tous les 3 ans, de déménager, de bouger, les gens comprennent pas forcément et souvent, surtout quand je rentre vers, chez moi, vers le sud-ouest, j'ai, cette remarque: «Ouais, mais John, quand est-ce que tu vas te poser? Quand est-ce que tu rentres ici? Que tu prends un boulot? Que tu trouves une maison?» tout ça. Donc ouais, non, au début, c'était dur, ça me touchait de me dire, mince, ouais, tout le monde met la pression, personne vraiment accepte mon choix, personne me comprend. Puis ouais, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie. Et puis avec le temps, j'ai aussi grandi et j'ai commencé à me mettre droit dans mes baskets, à me dire, ouais, effectivement, il y a cette pression sociétale, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me correspond. Et puis en fait, j'ai qu'une vie et j'ai envie de vivre cette vie comme je veux. Et par chance, j'ai aussi une copine qui me suit un peu partout dans mes aventures, donc ça, c'est chouette. Mais ouais, non, c'est pas évident. Faut accepter de prendre sa décision et après rester aligné avec sa décision. Et une fois qu'on a ça, on est OK. Mais effectivement, c'est pas évident parce que, oui, mais si t'as 30 ans, il faut que tu sois marié, que tu aies le projet d'avoir des enfants, ou que tu aies un animal de compagnie, que tu aies acheté une maison. Donc ouais, il faut casser un petit peu ça. Après, il y a de plus en plus de gens qui le font. Et au final, on peut être heureux même sans vivre forcément dans ce schéma. Et si tu avais, allez, une seule ou 2 peut-être, images ou, anecdotes, marrantes, positives, qui te sont arrivées pendant, l'ensemble de tes expéditions, laquelle
laquelle ou lesquelles te viennent en tête en premier? Oh là là, là, froid comme ça. Ouais, c'est pas préparé celle-là, hein. Ah ouais, non, et puis je pourrais avoir tellement d'exemples en réfléchissant un peu. Alors, tu veux une anecdote drôle ou... Ce que tu veux, c'est ton moment, tu choisis. Allez, alors je vais en raconter une qui m'est arrivée pendant le voyage à vélo, qui m'a vraiment, vraiment touché. Donc j'arrivais à Oslo, je m'arrête un petit peu, je pense que j'étais ouais, 15 km d'Oslo, puis je m'arrête avec le vélo, je sors ma carte pour regarder si j'étais sur la bonne route, tout ça. Puis je vois un monsieur qui me passe à côté, puis qui commence à me fixer. Donc en soi, j'étais pas étonné, parce que j'avais l'habitude que des gens s'arrêtent et me fixent, parce que le vélo était gros, et puis j'étais tout seul, comme on en a parlé avant. Mais je vois qu'il me fixe, donc je commence à engager la conversation avec lui en anglais. Puis je vois qu'il n'arrive pas vraiment à me répondre, donc j'insiste un peu en anglais, puis au final je comprends qu'il parle pas anglais. Bon, je me dis. Donc on commence un petit peu à communiquer avec des gestes, mais je le sens insistant dans le sens où il voulait vraiment discuter avec moi. Donc je prends le temps d'essayer avec des gestes, tout ça. Au final, je comprends qu'il est polonais, qu'il habite pas très loin d'ici, puis qu'il vit en Norvège. Et puis on essaie de communiquer, et puis au bout d'un moment, il me dit de le suivre. Et en soi, c'est contre-instinctif de suivre un étranger. C'est ce qu'on nous a appris depuis enfant. Et je me dis, bon, allez, je vais le suivre, je vais voir. Et donc je le suis, donc il me demande de le suivre à un moment, donc on marche côte à côte, il essaie de communiquer tant bien que mal, donc on n'arrive pas à se comprendre, donc c'est avec des gestes, patati patata. Au final, on marche, je pense, 15 minutes, donc en passant, j'arrive à comprendre qu'il me montre qu'on passe devant sa voiture, qu'on passe devant son immeuble, donc j'arrive à comprendre, puis on marche et on va jusqu'à une pizzeria. Et là, il me dit de poser le vélo, de rentrer avec lui dans la pizzeria, donc c'est ce que je fais. Et je le vois parler avec le restaurateur, il me dit de m'asseoir, et puis au final, après quelques minutes, il y a une bière, enfin 2 bières qui arrivent et une pizza. Et donc on trinque ensemble la bière, on boit la bière, et puis au moment d'attaquer la pizza, je comprends qu'il me dit en fait au revoir et bonne chance pour ton voyage. Et en fait, ce monsieur, je sais pas, il m'a croisé, il a dû être interpellé, on a essayé de communiquer, je pense qu'il a été autant touché que moi. Et au final, il m'a emmené dans un restaurant parce qu'il a vu que j'étais en voyage, que j'avais l'aventure. Il m'a offert une pizza, et puis en gros, c'était régale-toi, je t'offre cette pizza, merci pour ce moment partagé, et puis vis ton aventure à fond. Et j'ai regardé ce monsieur partir, j'ai pas compris, j'ai regardé le restaurateur qui m'a dit en gros, ouais, non, c'est réglé, profite. Et ça m'a tellement touché, j'avais les larmes aux yeux, et puis ouais, cette richesse humaine. Alors c'est pas une anecdote marrante, c'est une des plus récentes, la première qui me vient à l'idée, mais elle m'a tellement touché pendant ce voyage que ouais, celle-là, j'avais envie de la raconter. C'est énorme parce que tu vois, on parle d'une bière, d'une pizza, et quand tu la racontes, j'en ai des frissons, tu vois. Et en fait, on imagine tellement la gratitude que ce monsieur a envers toi, qui s'est présenté à lui, et puis qui ça l'a vachement inspiré, ton histoire, ton aventure. Et c'est génial, c'est génial en fait, comme quoi des fois le bonheur est très simple en fait. Ouais, et c'est dans ces moments compliqués qu'en fait, on se rend compte que la simplicité rend encore heureux et qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Typiquement, quand je suis sur des treks, si on a une journée à la ville proche de la maison, on est fatigué, qu'est-ce qu'on a envie? Le confort d'un canapé, d'un bon petit repas et d'être au chaud à l'abri. Et en fait, quand on n'a rien à côté de nous, le plaisir, c'est de dire, le soir, je vais monter ma tente et je vais me mettre dans mon sac de couchage. Et c'est un truc tout bête, on se dirait à la maison, non, c'est inconfortable. Mais en fait, vu qu'on n'a rien, c'est le luxe, ça. Et c'est des petits moments, des petits détails, mais en fait, qui rendent tellement heureux. Et en fait, une phrase que j'aime bien dire, c'est simplicité est mère de bonheur. C'est qu'au final, avec rien, on peut vraiment être heureux. De toute façon, on le voit hein, quand on regarde des reportages en Afrique, ou avec tous ces enfants qui jouent de rien dans de la terre battue, et puis ils ont un smile énorme en fait. Et toi, tu te dirais en tant qu'Européen arrogant, tu te dirais comment ils font pour survivre là-dedans, mais en fait, ils sont hyper heureux de ce qu'ils ont, et c'est peut-être des fois même nous qui avons à apprendre d'eux. Et c'est d'ailleurs souvent ce que disent hein, ceux qui font des expéditions humanitaires. Ils disent en fait, j'y vais pour moi parce que j'ai plus appris, peut-être que je leur ai appris de choses, quoi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose, si un jour j'ai l'occasion, j'avais cherché, c'est pas évident, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, une mission humanitaire, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre.
Très belle anecdote du coup, hein, Jonathan, merci. Est-ce que, tu vois, on arrive à déjà un peu plus d'une heure d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler et qu'on n'aurait pas parlé pour le moment et peut-être pour clôturer notre échange et puis c'est peut-être aussi le moment de dire comment est-ce qu'on fait pour suivre toutes tes aventures. Bah écoute, je pense que, enfin moi j'ai beaucoup apprécié cet échange. Je pense qu'on a réussi à parler d'à peu près tout dans ces projets. Et puis non, je pense qu'on a vraiment réussi à faire passer un joli message autour de cette aventure et pour ça je te remercie. Et puis ben, pour me suivre sur mes aventures, donc bah, actuellement je me mets en sorte de travailler là-dessus hein, pour développer par rapport à mes projets futurs de professionnaliser ce côté aventure. Mais on peut me suivre sur Instagram, sur LinkedIn, et puis je vais essayer de développer encore plus ça justement je vais aussi travailler un peu plus sur la photo parce qu'aujourd'hui je suis capable de voir des choses qui sont magnifiques mais je suis pas un photographe, donc j'arrive à faire des photos sympas, on va dire. Mais j'ai vraiment envie de travailler encore plus sur ça pour justement faire passer ce message. Parce que c'est un message que j'ai beaucoup reçu sur mon Instagram pendant mon voyage à vélo. J'ai reçu énormément de messages de soutien et de personnes qui m'ont dit, ben, merci Jonathan de nous faire voyager parce qu'à travers tes photos et tes vidéos au voyage, on voit ce que tu fais. Et puis merci de nous donner ce message d'aventure, de dépassement de soi, qu'on peut croire en soi, que tout est possible. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vraiment travailler sur la photo pour arriver encore plus à faire passer ce sentiment. Et du coup, oui, on peut me suivre sur Instagram et prochainement, je pense que j'essaierai de de mettre en place un site internet et tout ça, ouais. Eh ben, écoute, je mettrai l'ensemble des liens dans la description pour qu'on puisse te suivre si on le souhaite. En tout cas, c'est vrai que je le disais hein, pendant l'échange, je suis allé voir ton Insta et il y a de très très jolies photos et donc je vous invite à aller regarder tout ça. Surtout celles sur la cascade de glace, je trouve, elles sont magnifiques. Ouais, ça, ça me fait flipper, mais c'est beau. Ouais, mais d'ailleurs, en parlant de cascade de glace, demain, je prends la route, je pars 3 jours sur sur le deuxième plus grand glacier de Norvège. Et puis je vais justement aller faire de l'escalade en crevasse sur donc ce qu'on appelle faire du moulin. Donc je vais aller faire ça et puis bah, je suis impatient de partir demain. Faire du moulin, c'est quoi? Donc faire du moulin en fait c'est faire donc on marche sur le glacier puis dès qu'on voit une crevasse profonde, on descend en rappel dedans, on va au fond de la crevasse et puis on remonte en escalade sur glace. Quelle idée. Ouais, c'est une sensation qui est incroyable parce qu'on est sous terre, sous le glacier, on a le bruit de l'eau, on a le bruit du Oh. craquement de la glace, et puis on est dans un univers qu'on ne maîtrise mais absolument pas du tout. Et du coup, c'est vraiment une sensation qui est immense. Et en fait, c'est ce côté où on sent lui-même est vraiment miniature, et aussi on n'est rien au milieu d'une immensité. Et du coup, on est à notre place et on vit quelque chose que la nature nous donne. Et c'est un cadeau qu'elle nous fait, et en fait, c'est le sentiment de ce qu'on reçoit, le sentiment est décuplé. Je suis tellement jaloux. J'aimerais. Non, quand je dis quelle idée, c'est pas du tout arrogant et Oui. parce que j'aimerais beaucoup être en capacité de faire toutes ces expéditions, mais je pense que mes doigts, ils me diraient là mon gars, c'est pas une bonne idée ton histoire. Mais en tout cas, ça doit être sublime et magnifique à vivre. Je te crois sur parole. Alors après, c'est vrai que je sais que ce que tu as, c'est un souci qui est très difficile à gérer. Mais si jamais, pour info, alors que moi, donc il y a, je pense, 3 ans, j'ai eu des gelures aux mains. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai mes mains qui sont très sensibles, même si j'ai totalement récupéré mes doigts. Dès qu'il commence à faire un petit peu froid, mais même si on n'est pas en négatif ou quoi, dès qu'il commence à faire frais, je peux très rapidement perdre la sensibilité de mes mains et perdre le contrôle de mes mains, et il me faut plusieurs heures avant de les réchauffer. Et sur mon expédition là à vélo, j'ai aussi attrapé des gelures aux pieds et j'ai aussi gelé la cornée d'un œil. Donc, bah, c'est des soucis qu'on peut avoir, mais malgré ça, c'est des éléments, bah, si on apprend à les gérer, qu'on a le bon équipement, et puis bah, si vraiment tu as un gros souci, c'est de limiter l'exposition.
Mais je pense que c'est pas un frein parce que je connais des personnes qui ont ces symptômes-là et qui arrivent à aller en montagne malgré tout, mais qui juste adaptent. Donc c'est pas un frein pour toi. Je pense que si vraiment tu as la motivation, tu pourras. Non, clairement, je me cache derrière ça, hein. C'est tout. Non, parce que effectivement, quand tu vois, sur un ultra, j'étais resté bloqué 4h30. Alors c'était à 2002, je crois, d'altitude. Ouais. C'est pas un froid extrême. En plus, il y avait pas beaucoup de vent, pas de pluie, rien. Mais quand même, il y en avait certains qui avaient bien plus froid que moi, donc je me cache peut-être derrière tout ça. Non, mais bon, moi, je suis pas assez tête brûlée pour ces trucs-là. J'aime bien rester sur le plancher des vaches. Merci beaucoup Jonathan pour ce moment de partage et d'échange. En tout cas, moi je me suis abonné. Enfin, je sais même pas si j'ai encore cliqué sur abonner, mais si c'est pas fait, je vais le faire. Et merci beaucoup pour toutes tes expéditions. Je te souhaite le meilleur. Et puis, bah écoute, tiens-nous au courant et n'hésite pas à repasser quand tu veux sur le podcast quand t'auras gravi l'Everest ou K2 ou tout ce qui te fait envie. Tu seras reçu ici avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Un grand merci à toi. C'était un plaisir partagé. Et puis, j'hésite pas à revenir vers toi dans le futur parce que je suis déjà en train de mettre en place les prochaines expéditions pour les réaliser prochainement. Et j'ai un défi pour toi, un gros défi. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu faire. Tiens-toi bien. J'organise le Grand Raid du Finistère, 166 km, 4500 de dénivelé positif. Je te défie de venir le faire un jour. Voilà. Ok, écoute, j'ai une trail là que je vais faire, je pense, d'ici 2 semaines. Alors, c'est pas autant de kilomètres, c'est 26 km, mais 3500 de D+. Donc, du coup, ce sera un bon entraînement pour le Raid du Finistère, alors. Top. Allez, merci Jonathan, à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.